On a Mireille Martini, la deuxième oratrice. Mireille a travaillé dans le secteur bancaire il y a longtemps, puis dans le secteur des ONG pour un certain nombre d'institutions liées aux régulateurs européens. Et travaille aujourd'hui pour le Climate Bonds Initiative, voilà, dont tu vas nous expliquer ce que c'est. Et je te cède la parole pour climatologie, crédit de finance, la difficile interdisciplinarité. Merci beaucoup, Gaël. Donc, merci à Christophe, merci à tous. Donc, je vais en fait rebondir sur quelque chose que Michel vient exactement me dire, que les économistes ne s'intéressent pas à l'énergie ou ne s'y intéressent pas autrement que par le seul biais du prix et encore tout à fait limité. Donc, je me suis dit qu'on était ici dans un laboratoire interdisciplinaire et donc je voudrais faire une petite ode à l'interdisciplinarité en témoignant aussi de la difficulté dont je la vis, moi, dans mon quotidien professionnel, en essayant d'expliquer là où ça pêche et peut-être, hopefully, comme on dit en anglais, d'ouvrir quelques pistes pour une interdisciplinarité plus réelle entre ces trois disciplines. Donc, comme le disait Gaël, donc, je suis payée aujourd'hui par une ONG qui fait de la finance verte. Bon, je remercie beaucoup Michel pour son encouragement, parce que vous avez tous bien compris que c'est un secteur en plein développement. Donc, Climate Bonds Initiative, c'est une ONG qui fabrique une norme privée pour les marchés privés sur ce qu'on appelle les obligations vertes, les obligations qui sont censées contribuer à la lutte contre la déréglementation, le dérèglement climatique et environnemental. Donc, je précise que je n'ai pas de conflit d'intérêt pour cette conférence et que je ne perçois pas de rémunération. Je précise aussi que je m'exprime ici à titre strictement personnel, indépendamment de toute affiliation ou de tout autre job. Donc, moi, au départ, j'étais une économiste puisque j'ai fait une école qui s'appelle l'ESSEC. ESSEC, c'est École supérieure des sciences économiques et commerciales. Donc, ça doit vouloir dire que j'ai fait un petit peu de sciences économiques à un moment, même si en pratique, j'en ai pas fait depuis assez de temps. Ensuite, j'ai travaillé dans le domaine de la finance, comme l'a dit Gaël, dans les banques. Et depuis 2015, grâce à Gaël Giraud, ainsi présent d'ailleurs, qui porte la responsabilité de m'avoir fait plonger dans ce monde, depuis 2015, je travaille donc dans les questions de finances climatiques. J'ai beaucoup travaillé à Data Laranja notamment. Alors, ce que je vais vous dire, je vais vous dire avec mes mots et d'un cadre de mon vécu, mais pour ceux qui souhaiteraient aller plus loin, qui souhaiteraient, disons, avoir une dimension un petit peu plus scientifique, justement, sur les propos que je vais tenir, vous avez 2 articles de référence, et ça tombe très bien parce que vous avez même l'auteur d'un des articles ici présent, auquel vous pourrez poser des questions. Donc, le premier article, c'est un article qui date de 2017, donc de Grandjean et Giraud, qui compare ce que c'est qu'un modèle climatique avec un modèle économique. Et c'est pour moi un article tout à fait fondamental. Et Alain Penchant vient de ressortir un article un petit peu sur le même sujet, sur la limite des modèles qu'on appelle IAM, Integrated Assessment Model, qui sont des modèles très utilisés par les économistes pour calculer les dommages liés au changement climatique. Ou donc, Alain mentionne dans cet article quelques limites de ces modèles. Alors, ce que je voudrais vous raconter, c'est ça. C'est que dans l'univers, si vous voulez, dans lequel je travaille, il y a 3 sortes de personnes qui, en fait, n'utilisent pas les mêmes modèles, n'utilisent pas les mêmes concepts, ne comprennent pas les choses de la même manière, même si, dans un certain nombre de cas, ils utilisent en fait les mêmes mots. Bon. Alors, le pavé du haut, je pense intuitivement, bon, je vous connais pas très bien, mais je pense que pour la plupart, vous faites partie de cet univers-là, c'est-à-dire l'univers des physiciens et de la science climatique. Donc, par exemple, il y a des climatologues, des gens comme Jean Jouzel ou Valérie Gasson-Belmotte ou Gilles Ramsen, par exemple. Donc, pour moi, les climatologues disent que le changement climatique, c'est une menace existentielle pour l'humanité.
c'est très, 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 très grave. Voilà. Alors, un autre pavé de genre, ce sont les économistes. Donc, Michel vient d'en parler, donc je vais très vite. Les économistes, c'est des gens comme par exemple Jean Tirole. Ils ont tendance à dire que ils calculent les effets en PIB, on vient d'en parler, donc c'était 2%, maintenant c'est peut-être 15% ou 30%. Et c'est déjà pas du tout la même chose. 30% de PIB de menaces existentielles, on n'est pas du tout en train de parler de la même chose. Alors, j'ai mis Alain Grandjean entre les deux, parce qu'Alain Grandjean, par exemple, c'est quelqu'un qui a une formation scientifique, il est polytechnicien, donc il sait ce que c'est que la science dure et il sait ce que c'est que la physique. Mais il a fait aussi un doctorat en économie de l'environnement, donc il sait très bien ce que c'est que la science économique. Science économique que je qualifierais d'ailleurs de science molle, ou science douce, ou je sais pas comment il faut dire, par rapport à la science climatique basée sur la science physique, et elle est une science beaucoup plus... Et puis, là-dedans, un troisième paquet des personnes, ils vont que travaillent là-dedans, et j'ai passé tout le matériel là-dedans, qui sont les financiers. Alors, les financiers utilisent des mathématiques, et notamment des mathématiques financières et des mathématiques appliquées. Donc, les mathématiques, c'est bien une science dure. On reparlera un petit peu de ça. Mais je dirais que la vision des financiers sur ces problèmes-là, c'est pas celle des économistes, c'est pas celle des climatologues. Et en gros, et Michel en a parlé un petit peu, les financiers font deux choses. D'abord, ils développent des marchés, comme par exemple le marché du crédit carbone, ou les marchés des produits dérivés sur les risques climatiques, ou les marchés des obligations catastrophes, enfin voilà. Et en gros, ils s'occupent, Michel en a parlé aussi, il a parlé des risques physiques et de transition. Ce que font les financiers, c'est qu'ils s'occupent de mesurer les risques du changement climatique pour le système financier. Attention, pas les risques généraux, pas les risques pour vous et moi, les risques pour le système financier. C'est ça les risques physiques et de transition. Donc, en gros, ce que disent les financiers, c'est « Bon, écoutez, on a bien compris qu'il y a des problèmes, mais on va les contrôler. » Donc, finalement, on a trois visions des problèmes climatiques, entre guillemets, qui sont extrêmement différents d'une discipline à l'autre. Et ce que je voudrais faire, sans y passer trop de temps, c'est essayer de comprendre un petit peu pourquoi. Parce que je pense que c'est utile. Alors, j'ai mis Gaël ici. Gaël, tu pourras corriger si tu ne dis pas comme ça, comme étant quelqu'un qui est à la fois docteur en économie et qui a fait des mathématiques et des mathématiques financières. Donc, il connaît les deux dames. Ça ne veut pas dire que tu ne connais pas le climat, évidemment. Alors, je vais commencer donc par le pavé des climatologues. Donc, très rapidement, parce que je pense que vous connaissez bien ça. Donc, c'est donc encore une fois un résumé tout à fait un peu grossier de ce qui est écrit beaucoup plus précisément dans l'article de Gaël et Alain. Donc, la science climatique est une science absolument exacte. Les modèles de prévision climatique étant notamment rétro-testés sur plusieurs décennies. Mais, il y a un grand mais. Le grand mais, c'est que cette exactitude, le climat, c'est un phénomène planétaire. C'est-à-dire que cette exactitude, elle est valable à l'échelle de la planète. On parle par exemple du réchauffement de la température moyenne de l'atmosphère terrestre. Et aussi, elle est valable à une très grande échelle de temps. Je me souviens par exemple quand j'écoute des conférences du climatologue Gilles Ramstein, il commence lui par le système solaire. Parce que le climat, c'est à cette échelle-là pour lui. C'est une question planétaire. Donc, ça veut dire aussi que... Alors, la conséquence, c'est que la science climatique ne sait pas prévoir, c'est pas son objet en fait, ce qui se passe à une échelle de temps rapprochée ou ce qui se passe à un endroit exact. Alors là, est-ce que c'est clair ou pas? Qu'est-ce que je dois faire? Oui, non, pardon. Il faut une fois que je réactive de temps en temps, je dois me servir de mon micro, mais Dieu merci, j'ai un sauveur. Il faut que je l'active de temps en temps. Non, pas avant. Non, c'est bon, j'aime pas. Vas-y. Donc, ce que j'étais en train de vous dire, c'est que
on a une science qui est exacte à l'échelle globale en termes d'espace et de temps, mais qui n'est pas précise. Donc le climat, c'est pas la météo. Et la science climatique sait dire que la température moyenne de l'atmosphère terrestre va se réchauffer de temps, d'une manière sûre, exacte, backtestée. Mais la science climatique est incapable de dire si ma maison à Noirmoutier va être inondée dans les 15 ans qui viennent ou pas. Et dans cette... est-ce que c'est ce... Non, c'est pas ça. Donc, dans cette différence se tiennent un certain nombre d'inexactitudes. Et ce que je voudrais dire à cet égard, c'est que dans le domaine où je travaille, moi, qui est donc la finance verte, il y a un certain nombre de ce qu'on appelle des fournisseurs de données. Vas-y, excuse-moi. Et merci beaucoup, hein. Heureusement que tu es là, parce qu'il est tout nouveau, cet ordinateur, je suis saisie dans cette. Les gros chiants télétravail, je dirais. Donc, ce que je disais, encore? Non, c'est pas. Pas plus que je suis là. Alors, leur sachant que l'idée de la me crache. Et c'est peut-être que je l'étais, mais. Sinon, j'ai une clé USB, mais je pas. Donc, ce que je disais, c'est que je vois passer énormément de données de prévision climatique qui sont censées être très précises, géographiquement et temporellement. Des gens qui vous fournissent la prévision d'inondation de ma maison à Noirmoutier, il y en a beaucoup. La question que je pose, c'est quel est le degré de scientificité de ces données? Et je voudrais beaucoup voir un climatologue me dire exactement ce qu'il en pense. Donc, voilà ce que je voulais dire sur le côté climat. C'est pas grave, sinon je peux continuer. Si j'ai l'ordi, je peux continuer sans. On y est arrivé tout à l'heure, mais il ne veut pas. Désolé. Donc, your second project to another screen, try reinstalling the driver or using a different video card. Et... C'est pas grave, je vais parler, ça va aller. Et... Voilà. Et donc, merci beaucoup. Hein. Donc, qu'est-ce que j'étais en train de dire? J'étais en train de dire, donc je vais aller rapidement, que donc pour le climat, vous avez compris, exact à l'échelle globale, mais pas du tout dans son objet de prévoir à une échelle, à une maille de temps ou à une maille d'espace plus fine. Bon. Donc, je vous ai parlé de la validation des données climatiques. Je vous invite à faire très attention dans vos travaux parce que l'industrie de fabrication des données climatiques est une industrie extrêmement florissante, mais il faut mettre, à mon avis, des guillemets à climatique. Et en ce qui concerne ma fameuse maison à Noirmoutier, je ne sais pas si vous êtes au courant de ça ou pas, mais je trouve que c'est très intéressant parce que il y a objectivement un risque de submersion de l'île de Noirmoutier qui est reconnu par décret en France depuis mars 2022, comme d'ailleurs à peu près 280 communes. Donc, on nous dit qu'il y a un risque, mais on ne nous dit pas quand et comment. Et ce que je veux dire, c'est que la traduction concrète de ça, c'est qu'aujourd'hui, sur cet endroit-là de la côte française, mais pas seulement, vous avez un décret qui dit qu'il y a un risque de submersion et vous pouvez tout à fait emprunter à 20 ans pour construire une maison. Et le marché immobilier n'a jamais été aussi florissant. Il y a un petit peu d'augmentation des primes d'assurance, légère, mais pas du tout assez pour envoyer un signal fort. Bon. Donc, le problème, c'est que en se comportant, enfin, à partir du moment où on a cette situation, on a un risque, mais on n'a aucune traduction concrète. Donc, en réalité, c'est comme si on niait le risque. C'est comme si on disait il n'y en a pas. Bon, évidemment, si on a fait un décret, c'est précisément pour que les assurances puissent se retourner en disant attendez, vous étiez prévenu du risque, donc voilà. Donc, il y a quelque chose qui manque là et qui s'appelle le principe de précaution. Et ça, c'est quelque chose qui est très intéressant, notamment du point de vue dont les mathématiques et les mathématiques financières abordent la définition des risques. Mais je vais passer plus rapidement.
pour passer maintenant à l'économie. Donc, en ce qui concerne l'économie, donc l'économie, c'est plutôt une science sociale, et l'économie, c'est très simple. Elle ignore le climat, elle ignore la nature, elle ignore l'environnement, et elle ignore aussi la finance. Donc ça explique assez bien pourquoi, comme le disait Michel, les modèles sont pas très justes. Bon. Donc ça, c'est très très intéressant d'en prendre bien connaissance et bien conscience. C'est une des choses qui est dans l'article de Alain et Gaël. Alors, d'abord, l'économie n'est pas une science exacte. Aucun modèle économique ne peut se targuer d'être rétro-testé avec succès, à la différence de la science climatique. Donc, même sur 1 ou 2 ans. Bon. Ensuite, personnellement, mais ça, il faut discuter avec des gens plus experts que moi. Moi, je ne suis pas une scientifique économique. Mais je pense que l'une des raisons pour lesquelles l'économie ignore la nature, c'est parce que les théories économiques qu'on utilise actuellement ont été pour l'essentiel fabriquées il y a peut-être 200 ans. À une époque où, effectivement et objectivement, la question de l'empreinte de l'humanité sur la nature ne se posait pas. Donc, ce n'était pas la peine de se demander ce qui allait se passer le jour où il n'y aurait plus d'eau potable. Parce qu'il était impensable et inconcevable qu'il n'y ait plus d'eau potable, ou qu'il n'y ait plus d'air respirable, ou qu'il n'y ait plus suffisamment de blé, ou de riz, etc., etc. Ou de café pour être un petit peu plus cool. Donc, il y a ça. Donc, la dépendance énergétique, ça vient de là. Et donc, toutes ces choses-là, ça s'appelle des externalités. C'est en dehors des modèles, etc. Et puis, il y a encore un troisième phénomène très important, c'est que la science économique est, pour l'essentiel, construite autour de modèles dits d'équilibre général. Donc, des modèles où, en gros, vous avez des écarts de prix, et puis à un moment, s'il y a trop d'écarts, le prix s'ajuste, la demande augmente, je ne sais pas quoi. Je me souviens de mes cours d'économie à l'ESSEC, alors j'avais un sac de biscuits, un sac de bananes, alors il y avait le prix des biscuits et des bananes, bon, et voilà, et ça va s'équilibrer, et ça va retourner à un prix d'équilibre. Le problème, et ça je me rends compte très souvent dans les séminaires auxquels j'assiste, c'est que on essaye de modéliser des ruptures de transition avec des modèles d'équilibre. Évidemment, ça ne fonctionne pas. Bon. Alors, donc, pas de nature dans la science économique, mais aussi pas de finance dans la science économique. C'est-à-dire que dans la plupart des modèles qui sont utilisés, il n'y a pas de monnaie. C'est pour ça que la finance est neutre, Michel. C'est parce qu'en fait, dans les modèles économiques, il y a un certain nombre de choses qui ont disparu ou qui n'ont jamais été traitées. Max Weber, tout ça, on a complètement oublié. Donc, la monnaie est neutre. Il n'y a pas d'inflation, il n'y a pas de banque, il n'y a pas de crédit, il n'y a pas de devise. Il n'y a pas de question de perte de valeur d'une devise par rapport à une autre, etc. Et enfin, très très important, il n'y a pas l'aspect moderne de la finance, qui est les produits dérivés, la spéculation, etc., qui fait 95% de la finance. C'est-à-dire tous les capitaux dont tu parlais, Michel, il y en a quand même une très très grosse partie qui ne sont pas du tout investis dans des choses réelles, qui sont investis dans des produits financiers. Bon. Et le prix du pétrole, il n'est pas fait par l'offre et la demande de produits physiques, il est fait par les produits dérivés. Bon. Donc tout ça, ça fait que la science économique qu'on a est absolument incapable de traiter les problèmes qui nous occupent. Donc, et la conséquence pratique, c'est que pour les économistes, la transition écologique n'est absolument pas un impératif existentiel. On voit très régulièrement des articles de nos grands économistes qui expliquent que c'est sympa de décarboner, mais si c'est inflationniste, il vaut mieux pas le faire. Donc vous voyez, on n'est pas dans le même monde du tout par rapport aux climatologues. Hein. Alors, dernière chose, j'accélère, la finance. Alors, Michel en a beaucoup parlé. Il ne faut pas oublier que dans la finance, il y a les investisseurs, les banquiers, les gestionnaires d'actifs, la question de la monnaie et la question de la dette publique et la question du financement de l'État, dont on entend quand même pas mal parler aujourd'hui, notamment en France. Alors, la pratique financière, elle se base sur un corpus théorique qui a été développé dans les années 50 à 70 et qui utilise beaucoup les mathématiques appliquées. Donc, il y a 2 piliers là-dedans. Il y a un truc qui s'appelle la théorie des marchés efficients et un autre truc qui s'appelle le Capital Asset Pricing Model, modèle d'évaluation des actifs financiers en français. Donc, la finance aujourd'hui est donc essentiellement une finance de paris, de produits dérivés, de spéculation, et non pas d'investissement dans l'économie réelle. Et c'est pour ça, en particulier, que les questions de changement climatique ne concernent pas vraiment la finance.
parce qu'elle est rentable toute seule. D'ailleurs, on le voit très bien aujourd'hui, on a une croissance très faible dans un pays comme la France, mais on a une bourse qui continue à monter, des banques qui font des résultats excellents. Il y a un découplage complet entre la performance de la finance et la performance de l'économie réelle. Et du point de vue qui nous intéresse, du point de vue de la crise climatique, des risques climatiques, etc., donc la caractéristique des financiers, c'est que ce sont des gens qui calculent exclusivement en flux de cash, n'est-ce pas? Vous mettez de l'argent, en argent réel, en cash, dans quelque chose, vous le sortez au bout d'un certain temps et ça vous fait un rendement. Et ça, c'est la mesure universelle de n'importe quelle performance financière. C'est très simple. Donc ça s'appelle le taux de rendement interne. Et là-dedans, il y a une notion fondamentale qui est la valeur tour de l'argent. Donc, il y a quelque chose qui s'appelle le taux d'actualisation, un taux de placement. Mais vous savez bien, vous avez 100, vous le placez, l'année prochaine, vous avez 110, l'année prochaine, vous avez 120, etc. Ça s'appelle placer de l'argent. Eh bien, l'opération inverse, pour ceux qui ne connaisseraient pas, ça s'appelle actualiser, c'est-à-dire ramener un flux futur de cash en argent présent. Les actuaires, les gens de l'assurance font des calculs actuariels, c'est-à-dire ils ramènent en valeur présente des flux futurs. Alors, là où c'est intéressant, cette affaire, c'est que la variable qui compte là-dedans, le prix du temps, c'est le taux de placement ou le taux d'actualisation. Et actuellement, il est très élevé. Il est de l'ordre de plus de 10% par an, au moins dans nos pays. Et ce qui est intéressant, mais on n'a pas du tout le temps de parler de ça, c'est que dans les modèles, la valeur de ces taux, c'est la valeur du risque. C'est-à-dire, plus vous avez de risque, plus le taux est élevé. Bon. Mais tout simplement, ce qui est important d'avoir en tête en m'excusant auprès des personnes qui seraient déjà au courant, mais pour moi, c'est très simple, mais c'est très fondamental. Donc, à un taux de 10% par an, si vous avez un risque de 100 en 2050, dans les comptes d'aujourd'hui, il vaut 8. Donc c'est réglé, c'est fini. Il n'y a pas de risque au climat. Même si je vais perdre 100 en 2050, pour la finance, aujourd'hui, en valeur présente, c'est 8. Vous voyez? Et je prends 2050, je ne prends pas 2100. Vous voyez? C'est-à-dire que la structure actuelle du marché financier et les modèles qu'on utilise érode, voire efface la valeur du futur en général, et notamment la valeur des risques futurs. Voilà. Donc, comme le changement climatique et la dégradation environnementale sont perçus comme ayant des effets loin dans le temps, ils pèsent peu dans les comptes financiers, trop peu pour susciter un changement des pratiques d'investissement, et donc les émissions continuent à augmenter. Vous voyez? Donc, voilà ce que je voulais dire. Donc, le message, c'est qu'il y a quand même des questions de système et de modèles qui font que tout ça ne se parle pas. Bon. Alors, très très rapidement, il y a une autre chose aussi, c'est que quand on parle d'argent, je ne sais pas si c'est clair pour vous, que l'argent, ce que j'avais mis sur ma slide, c'est l'argent est un bon serviteur, mais un mauvais maître. C'est-à-dire que, l'argent, on peut le diriger. L'argent, c'est pas le climat ou la nature, justement. L'argent, c'est une fabrication humaine que l'humain peut contrôler. Et d'ailleurs, il y a des systèmes financiers où les États encadrent, contrôlent et dirigent le système financier. Donc, un premier exemple, c'est la Chine et les dragons du Sud-Est asiatique. Et c'est pour ça que la Chine investit énormément. C'est parce que la Chine a une banque centrale qui fabrique de l'argent, qu'il donne à un État pour investir. Et ce système-là, il existait aussi dans un autre pays qui n'était pas un pays communiste, qui s'appelait la France, pendant les 30 Glorieuses. C'est-à-dire qu'entre 1948 et 1973, le système financier français était contrôlé et dirigé par l'État français. Les banques faisaient ce que l'État leur disait de faire, les assureurs faisaient ce que l'État leur disait de faire, et voilà. Alors, le système financier a été libéralisé et déréglementé dans les pays de l'OCDE, dans les économies avancées, systématiquement et partout, depuis les années, c'est un mouvement qui a commencé dans les années 70 et qui s'était terminé dans les années 90. Donc, la déréglementation et la globalisation du système financier a notamment
c'est notamment basé sur une ouverture, enfin sur la fin du contrôle des mouvements de capitaux, en fait, ce qui a permis la construction d'une finance globale et mobile sur laquelle les États ont peu de prise, notamment parce qu'il n'y a plus de frontières au mouvement de capitaux. Donc, si vous faites quelque chose, vous êtes un État, vous voulez réglementer ici, la finance s'en va ailleurs. C'est le cas dans tous les pays de l'OCDE. Et ce qui est important, c'est que ce système-là, dans la déréglementation, il y a eu aussi l'interdiction, notamment par les traités européens, du système de financement interne de l'État. C'est-à-dire que pendant les 30 Glorieuses, la France avait une banque centrale et l'État français pouvait prendre de l'argent gratuitement auprès de la banque centrale. Ça, c'est interdit dans les traités européens. Donc, quand l'État a besoin d'argent, c'est soit les impôts, soit l'emprunt au marché financier privé. Mais il ne faut pas être grand clair pour comprendre que les marchés financiers privés, la transition pour eux, c'est très risqué, c'est très long, c'est très incertain. Les marchés financiers privés, c'est les assureurs et les banques, et les assureurs et les fonds de retraite. Ce n'est pas eux qui vont prendre les risques. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre les risques dans les impôts? Ça ne va pas marcher non plus. Donc, les États des pays de l'OCDE sont très désargentés et sont donc pas du tout à même, dans l'organisation actuelle du système financier, de faire face à l'investissement massif de la transition, qui ne se fait pas. Moi, ça fait 10 ans, avec Alain Grandjean, en 2015, on a dit il faut investir. Depuis 10 ans, il y a très très peu d'investissement. Donc, question aussi de place de l'argent, si vous voulez. Est-ce que c'est les marchés financiers et une finance libéralisée qui domine et prend les décisions, ou est-ce que c'est l'État? Et le monde est coupé en deux. La Chine et une partie des dragons asiatiques, c'est les États qui dirigent, et dans les pays de l'OCDE, ce n'est pas le cas. Alors, que faire? Et je vais terminer. D'abord, pour revenir à ce que je disais, bien faire la différence entre les discours des climatologues, des économistes et des financiers. Ils ne parlent pas de la même chose, ils ne parlent pas avec les mêmes outils. Se demander d'où parlent les gens pour bien les comprendre. Et ne pas croire sur parole quelqu'un qui vous dit qu'il fait du climat et qui n'est pas un climatologue. Parce que ça, moi, j'en vois tous les jours. Donc, il y a quand même un certain nombre de trucs qui s'appellent données climat. Donc, voilà. Et la dernière chose, donc là, je suis ennuyée qu'il n'y ait pas la slide, mais elle sera peut-être diffusée. Et excusez-moi donc pour le problème de diffusion. C'est que je vous avais préparé une bibliographie. Il y a tout un tas de livres qu'on peut lire. Ces questions financières sont importantes. Elles sont importantes, bien évidemment, en tant que citoyen aussi. Donc, je vous avais préparé une bibliographie. Je ne sais pas si elle pourra être envoyée d'une autre main. Excusez-moi, j'ai terminé. Et je vais laisser Gaël, d'abord, corriger toutes les erreurs que j'ai pu dire. En présentant son article, c'est quand même extrêmement gênant. Mais Dieu merci, il est là. De nouveau, avant la pause, 5 minutes pour des questions de clarification. Et on garde la discussion et le débat pour après. Entre le domaine de l'économie et le domaine de la finance. Pour moi, j'ai toujours pensé que la finance faisait partie de l'économie. Et je me demandais historiquement, qu'est-ce qui s'est passé en fait? Quel a été le moment où on peut constater cette séparation des deux? Alors là, je ne sais pas du tout. Moi, je suis une praticienne. Je ne suis pas une économiste ou une financière théorique. Je veux dire que cette séparation, je l'ai faite pour moi. Elle n'est pas épistémologique, elle est pratique. Dans les banques, par exemple, vous avez des économistes bancaires qui font des calculs de modèles économiques. Et vous avez les gens comme moi qui sont des banquiers qui ne font pas des modèles économiques, qui font des modèles de cash. Vous voyez ? Donc, bon, mais après, je saurais pas dire. J'ai pas étudié les sciences, donc voilà. Un économiste, ça utilise un modèle économique pour calculer de la croissance et du PIB. Et un économiste, ça fait des calculs de taux de rendement interne et de performance d'un crédit. C'est pas les mêmes disciplines. En pratique, les sciences théoriques, je séparais moins. Peut-être juste rapidement, mais on est plusieurs à pouvoir répondre à cette question. C'est vrai pour ce que dit Mireille vient de dire le jour là. Ce que Mireille vient de dire à l'instant est juste, c'est-à-dire les faits, c'est pas du tout les mêmes formations, les mêmes métiers et les mêmes gens, de manière très élémentaire. Mais disons la raison profonde, je crois, c'est le postulat affirmé par un certain nombre d'économistes au début du 19e déjà, que la monnaie est neutre et n'intervient pas dans les grandeurs réelles de l'économie.
La monnaie est juste un voile qui sert, en fait, si tu es physicien, pour fixer la jauge, c'est dans le niveau général des prix, et n'a rien à dire sur les prix relatifs entre eux. Donc, elle étalonne le niveau général des prix, c'est tout. Et donc, si on croit ça, les économistes n'ont pas vraiment besoin de s'intéresser à la monnaie, et encore moins à la finance, d'où un partage des tâches qui s'inaugure dès le 19e sur cette question. Évidemment, c'est faux, la monnaie n'est pas neutre, et donc le plaidoyer de Mireille est tout à fait juste, c'est-à-dire on a tout intérêt à ce que les économistes, comme celui qui est juste derrière toi, s'intéressent à la fois à la macro et à la finance, parce que les deux interagissent en permanence. Ça va ?